Bonjour à tous, bienvenue dans Avis d'expert avec aujourd'hui ce premier épisode sur l'expérience seamless, l'expérience sans couture. Et ce n'est pas de la chirurgie esthétique dont on va parler aujourd'hui avec nos spécialistes. Marie Mallet, bonjour. Bonjour Alexandre. Et Rafa Babou, bonjour. Bonjour Alexandre. Merci d'être là. Comme à chaque fois dans cet Avis d'expert, Marie, vous êtes experte en design de marque et d'expérience, fondatrice de l'agence Move. C'est ça. Et Ralph, auteur, bien connu, conférencier bien connu et directeur général de PBRH Conseil. Tout à fait. Et qu'on retrouve également dans un bas-book sur A-News Expérience Client, l'émission dédiée aux ouvrages sur l'expérience client. Voilà, tous les mois, je reçois un auteur qui va parler de son ouvrage et c'est passionnant. À retrouver sur notre site, bien sûr. Alors, émission en 2 épisodes pour parler de cette expérience seamless. Premier épisode aujourd'hui donc, dans lequel on va expliquer précisément ce que c'est, les points d'entrée utilisés par le client, l'intérêt du parcours omnicanal pour les clients, mais aussi pour les marques, bien évidemment, par quoi passe une approche customer-centric, les enjeux et résultats pour les entreprises, le tout, comme à chaque fois, illustré de nombreux exemples. Alors, qu'est-ce que c'est que le seamless? C'est donc, comme je le disais au début, un parcours client sans couture, c'est-à-dire parfaitement lisse, optimisé en tout cas, en limitant au maximum les frictions lors du passage d'un canal à l'autre, que ce soit courrier, de plus en plus rare, email, face-à-face, réseaux sociaux, site internet, et téléphone, bien sûr. Le client souhaite que la communication de l'entreprise soit homogène, c'est-à-dire une même communication, que ce soit via un conseiller téléphonique, un vendeur, la pub, etc. Et c'est donc le sésame véritable des marques pour engager et fidéliser leurs clients. Alors, quels enseignements peut-on tirer, Ralph, là-dessus? Quels sont les points d'entrée utilisés par le client? Avant, c'était très simple, en fait. Pour acheter, il fallait aller dans un magasin, point final, ou à la limite par correspondance. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des multiplicités de canaux pour acheter et on peut très bien se renseigner d'un canal, acheter dans un autre, prendre des informations sur encore un troisième. Donc aujourd'hui, le client prend plusieurs points d'entrée et va s'appuyer sur ce qu'on appelle la stratégie omnicanal. Ouais. Donc le client doit vraiment ne pas sentir les coutures, ne pas sentir le lien et se sentir aussi à l'aise et aussi bien servi dans les canaux. Alors une étude de Business Insider Intelligence démontre que 82% des clients commencent par un catalogue et après achètent par le canal de leur choix. D'accord. Donc c'est la grande majorité. 56% commencent en boutique et ensuite achètent online. Ça veut dire que effectivement on a besoin de toucher, de voir, mais finalement c'est plus intéressant, plus confortable. D'essayer peut-être même. Voilà, si ce sont des exactement. vêtements, C'est ce qu'on appelle le showrooming en fait. Voilà, c'est des showrooms et après on achète tranquillement à la maison online. Et puis dernier point, 45% commencent online et puis achètent finalement en boutique après, peut-être parce qu'ils ont besoin du conseil d'un vendeur, ils ont besoin de se rassurer par rapport aux produits. La Harvard Business Review explique que 90% des retailers disent qu'une stratégie omnicanal sans couture est essentielle pour le business et que les différents canaux doivent faire l'objet d'une stratégie unifiée. Donc exactement comme imaginez que dans un film vous voyez vraiment clairement le montage, on ne doit pas voir le montage, on doit passer d'une situation à l'autre de manière transparente pour le client. Vous parliez des catalogues tout à l'heure, c'est des catalogues papier? Non, c'est des catalogues online en fait. C'est des catalogues D'accord, online. parce que le papier tend à disparaître de plus en plus. Oui, il est d'ailleurs quasiment disparu. Il est Enfin, je sais interdit plus, puisque depuis peu voilà. pour les enseignes Et puis de le grande dernier, c'était distribution. Ikea qui a arrêté son catalogue. Mais enfin, on a une spécialiste d'Ikea qui va nous en parler tout à l'heure. Qui a toute la collection depuis l'origine. Marie, l'intérêt alors justement d'un parcours omnicanal. On a parlé effectivement des entreprises, mais ça veut dire quoi pour le consommateur? Ça veut dire qu'il doit avoir aucune friction. On parlait de fluidité, aucune friction sur son parcours, comme vous l'évoquiez. Ces frictions, elles peuvent le conduire à quitter un magasin, abandonner son panier sur le site web parce qu'il y a quelque chose qu'il a gêné, voilà, qui n'était pas fluide, son panier a été supprimé ou il est allé sur une autre page. Bref, ça veut dire quoi pour les marques? Ça veut dire qu'il faut que les prix affichés soient les mêmes partout et que la promo que j'ai sur le web, idéalement, soit en boutique et vice-versa. C'est-à-dire que les éléments de communication et de marketing doivent être totalement homogènes en fonction du canal sur lequel je suis. La communication aussi, c'est-à-dire que si j'ai un conseiller en chat, par exemple, sur un site web, eh ben, j'aimerais avoir la même tonalité, la même façon dont on s'exprime que lorsque je vais en magasin. Et puis, avoir l'ensemble des infos identiques, que je sois en boutique, que je sois en digital. Voilà, parce que dès que je ne vais pas avoir ces éléments de façon homogène, de façon fluide, ça risque de m'énerver et du coup de casser
ce parcours d'achat qu'on aimerait mener jusqu'au bout tant qu'à faire quand on est une marque. Donc tous les canaux des marques doivent être raccords, que ce soit au téléphone, en boutique ou sur Internet. Idéalement. Et on sait que ça augmente quand on a un parcours parfaitement fluide. Ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a une marque qui est parfaite aujourd'hui là-dedans. C'est pour ça qu'on va parler de plein d'exemples différents, puisque ce sont plein de process mis bout à bout qui permettent ça. Mais on sait que si j'ai une expérience parfaitement fluide, la fréquence d'achat est 250% fois plus élevée sur le parcours omnicanal que sur un parcours pas unifié. Donc ça vaut le coup. Ça vaut le coup, 250%. Alors les enjeux pour les entreprises, Ralph? Alors, enjeu fondamental, il s'agit d'une véritable révolution de ce qu'on appelle être customer-centric. Ça signifie donc être complètement centré sur le client et non plus ni sur le produit ni sur l'organisation. À ce que j'appelle vraiment mettre le client au cœur. À la fois, il y a deux versions du cœur, à la fois au cœur des préoccupations des collaborateurs et au cœur, c'est-à-dire au centre de l'organisation. Donc c'est vraiment une complète révolution. Aujourd'hui, on est organisé en business unit par rapport à un produit. Aujourd'hui, on met le client au cœur du système et tous les services de l'entreprise doivent s'organiser autour pour avoir cette relation fluide et ce sentiment de seamless expérience. Donc on va le voir, ça passe par 5 points fondamentaux. La connaissance client, la fusion des PNL, l'harmonisation des commandes et des stocks, le développement d'approches direct to consumer et l'équilibre entre les canaux. Alors aujourd'hui, dans ce premier épisode, on va en développer 3. Les 3 premiers, connaissance client, fusion des PNL, l'harmonisation des commandes et des stocks. Il faudra bien évidemment nous rejoindre pour le deuxième épisode pour découvrir les 2 autres points. Alors, la connaissance client approfondie, Marie, on imagine que c'est important, mais ça veut dire quoi exactement? Pour être customer-centric, c'est-à-dire s'organiser complètement en fonction de ses clients, il faut bien les connaître. Ça nécessite les connaître à 5 niveaux. Évidemment, connaître leur nom, prénom, adresse, numéro, pour pouvoir s'adresser à eux tout simplement. Ça veut dire aussi avoir connaissance de leurs données socio-démographiques, leur profession, leur âge, où ils habitent, s'ils sont une famille, s'ils sont célibataires par exemple. Ça veut dire aussi connaître leurs données de navigation. Vous connaissez ces petits cookies qui apparaissent Bien là, sûr, que notamment, ça permet de récupérer de l'info sur vous et d'ailleurs pouvoir vous proposer du coup un parcours en fonction de vos habitudes. Ça veut dire aussi des données spécifiques aux produits dont la marque va me parler, votre taille de chaussures, si on parle de vêtements par exemple. Et puis tout ce qui est données de personnalisation, qui sont la connaissance de vos habitudes, de vos goûts, si vous aimez le foot, si vous adorez faire des vacances de luxe, si vous aimez le ski, etc., qui va permettre du coup d'avoir une approche assez fine dans ce qu'on vous propose. Et l'hôtellerie de luxe l'a bien compris, vous vous rappelez des conciergeries. Bien sûr. Les conciergeries, pour moi, c'est les premiers à avoir acquis une connaissance très fine. Par exemple, de ne pas client. mettre telle fleur dans une chambre d'hôtel parce que la personne est allergique. Exactement. Donc l'hôtellerie de luxe l'a bien compris. D'ailleurs, les marques s'en sont bien inspirées, notamment les marques de luxe, qui ont une connaissance, qui jouissent vraiment d'une avance historique en la matière. Et qui s'appuient sur des customer data platforms. C'est des plateformes qui sont partagées par les magasins, par les digitales, par l'ensemble on va dire des métiers dans une entreprise, d'ailleurs aujourd'hui qui doivent se désiloter pour pouvoir vraiment proposer cette expérience fluide. Et le luxe, du coup, a des approches vraiment customer-centric depuis longtemps. Est-ce qu'il n'y a pas une gêne de la part du client à fournir toutes ces informations? Moi, je sais que quand je vais dans un magasin, qu'on me demande mon adresse mail, mon téléphone et tout, je me dis je vais être inondé d'emails ensuite ou de SMS. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de bloquer le client et de ne pas pouvoir récupérer ces datas, justement? Alors, la plupart des marques vous demandent, si vous souhaitez recevoir, et ils sont obligés de le faire depuis qu'on a la nouvelle loi, la RGPD, et donc vous pouvez refuser ou pas. Après, je vous donne mes infos, mais en tout cas, je vous donne mon email, mais je ne veux pas Ouais. recevoir de mail de votre part. Alors aujourd'hui, ils s'en servent comment? Par exemple, on n'a plus de ticket de caisse imprimé, donc ils vous disent je vous l'envoie par mail, hop, ils récupèrent votre mail. Bien sûr. Bon, après vous l'envoyez, mais ils sont pas le droit de vous envoyer normalement de pub si vous. Et puis d'un autre côté, ça a l'avantage aussi d'avoir des éléments, d'être envoyé des choses qui nous concernent, quoi. Bon, je ne suis pas forcément passionné par les couches culottes parce que j'ai d'autres préoccupations, voilà, par exemple. Vous pouvez avoir des promos affilés. Non, mais en tout cas, c'est dans les deux sens. Vous pouvez voir le côté mauvais des choses qui est d'être inondé. Le côté positif, c'est d'avoir des infos uniquement intéressantes pour vous. Voilà. Alors, si on donne un exemple, Marie, ça donne quoi? Alors,
pour commencer justement dans cette connaissance du client, on parlait de l'univers du luxe, Dior l'a bien compris, ils se rapprochent de plus en plus de leurs clients. Ils se rapprochent de leur mode de vie. Et en fait, on avait des grands flagships dans les avenues, l'équivalent des Champs-Élysées dans toutes les villes. Ouais. Aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont vraiment en direction de leurs clients et s'installer en fait dans des endroits avec des pop-up, des boutiques plus petites avec toujours une expérience hyper immersive pour toucher en fait, être plus proche. Ouais. De leurs clients. C'est l'exemple, par exemple, de magasins à Los Angeles, au cœur de Melrose Avenue, qui est toujours ouvert. Hein, c'est un pop-up qui est ouvert encore quelques jours, où on a une expérience qui est très différente des codes classiques de la maison, hein, qu'on peut connaître avenue Montaigne. La scénographie est empreinte de la côte ouest des États-Unis, avec un environnement très vintage. On a l'impression d'être dans l'Amérique des années 50. Pour présenter une nouvelle collection. On a un écran géant qui nous présente le défilé. On est évidemment accueilli par un café, des boissons et diverses bouchées à la pâte de la maison, évidemment. Et puis, il y a un autre exemple que je trouve plutôt sympathique. C'est un pop-up qu'ils ont ouvert dans une station de ski dans la province de Jilin, en Chine. Ouais. Donc un concept vraiment inédit pour présenter les collections hivernales. Et puis on sait que maintenant les maisons de luxe proposent même du matériel de ski pour certaines. Et là on a une installation qui est faite avec une sculpture de glace. D'accord. Donc quelque chose de très immersif, très exceptionnel, théâtral, spectaculaire. Et ils s'en sont servis par exemple pour jouer sur le sac Lady Dior qui est bien connu de la maison. Quand on parle justement de cette... d'aller à l'approche de ses clients, finalement, ces marques de luxe, elles proposent une approche totalement lifestyle. Vous pouvez vivre Dior, finalement, 24 heures sur 24. Vous habillez Dior, avoir la déco Dior chez vous, et même manger Dior, depuis peu. Dior, j'adore. Puisque Dior a ouvert son restaurant, Monsieur Dior, à Montaigne, près du... et a proposé, d'ailleurs, pendant les fêtes, une bûche de Noël Dior. D'accord. Et pour la... Logoté Dior, donc fabriqué par un artisan. Et pour poursuivre dans cette période de fête, a proposé une galette des rois Dior. Ah oui, d'accord. La plupart, les deux sont estampillés avec la fameuse étoile de la maison. Donc sur chaque événement, Saint-Valentin, Noël... Sans doute qu'ils vont aller un petit peu plus loin. Mais ce qui est amusant, c'est que les marques de luxe s'investissent de plus en plus finalement dans le quotidien de leurs clients, pour proposer notamment à manger. Comme Bulgari qui fait des chaînes d'hôtels, enfin voilà, toutes ces marques se rapprochent des besoins de leurs consommateurs, bien sûr. Pour les accompagner sur l'ensemble de leur parcours. Est-ce qu'on arrive à savoir précisément, justement, les résultats que ça donne, Marie ? Moi, j'ai regardé un résultat qui me semble assez probant, c'est que Dior est arrivé à quasiment 80 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022. C'est pas mal. Ouais. Et puis, il a augmenté de 20% depuis l'année précédente. Donc, on va dire que cette stratégie d'omnicanalité et surtout d'aller à l'approche et aller sur les flux, aller voir ses visiteurs, construire des pop-up stores et surtout rentrer dans la vie de ses clients de façon plus immersive, on va dire que ça rapporte. Alors Ralph, avec cette connaissance, cette finesse de connaissance du client, on peut aller encore plus loin. Oui, alors on a Carrefour, c'est quand même le plus grand distributeur. Il a actuellement 15 millions de personnes encartées. Et aujourd'hui, on fête la fin du prospectus qui était distribué dans les boîtes à lettres. Le prospectus, c'est la standardisation totale, c'est l'anti-personnalisation. Exact. Ça, c'est terminé maintenant. Ils sont en train de créer des promos par rapport au profil du consommateur et non plus par rapport à ce qu'ils ont dans les caisses et ce qu'ils ont négocié avec les fournisseurs. Donc en fonction des données fournies à Carrefour, la promo est totalement ciblée en fonction du profil et des habitudes d'achat et le canal utilisé, est-ce que c'est leur sortie de caisse, est-ce que c'est l'appli, l'e-shop. Le résultat, il est très clair, plus 15% de volume additionnel par rapport à une promo classique en magasin. Donc plus on va connaître et toucher le client dans ce à quoi il est sensible, plus on va augmenter ses ventes. Et on peut imaginer aller encore plus loin que ça ? Oui, je pense qu'il y a un autre exemple qui est encore plus fort. C'est l'exemple évidemment du fameux plateforme de streaming qui s'appelle Netflix, qui est quand même un aspect spectaculaire. Et bien en fait, elle utilise les milliards de données qu'elle a sur ce que vous avez visionné pour vous dire, tiens, on pense que telle série qui ressemble un peu à la telle que vous avez adorée va vous plaire, ou bien que cette vidéo-là va également se rapprocher de vous. Ce sont des data scientists qui analysent des milliards et des milliards de données
donné. Il y a un autre exemple très clair aussi, c'est Booking. Lorsque vous avez réservé un week-end à Londres ou un week-end à Barcelone, eh ben elle vous dit il est probable que le prochain coup vous allez avoir envie d'aller à Venise. Donc voilà nos offres. En fait, donc là vraiment, hein, c'est même plus, c'est pas le consommateur qui va choisir, mais c'est la marque qui vient lui dire ce qu'il devrait choisir en fonction de ses goûts et de ses préférences. Alors effectivement, Netflix, c'est de vous proposer des séries ou des films dans l'univers de ceux que vous avez déjà aimés, et donc pas d'autres. Alors voilà, ça met un peu des œillères. Exactement, c'est more of the same. On vous donne plus de la même chose. Voilà, et c'est à vous après, évidemment, le consommateur garde son libre arbitre de se dire tiens, je vais peut-être explorer d'autres domaines dans lesquels je ne suis pas allé voir. Petit truc, vous pouvez trouver sur Internet des sites qui vous donnent les codes pour accéder par thématique à tous les films Netflix. C'est-à-dire que vous rentrez une adresse qui est indiquée sur Internet, l'adresse Netflix avec catalogue, et au bout vous rajoutez un numéro, un code, qui vous donne accès aux toutes les comédies, tous les westerns, etc. Ce qui fait que vous allez pouvoir trouver, grâce à ça, ceux qu'on ne vous aura pas proposés. Ouais. Et faire votre choix et ne pas être obligé de choisir. Voilà. Exactement. Est-ce qu'on peut développer d'autres exemples, Marie, parce qu'on va parler de la fusion maintenant des PNL. Ah non, c'est avec vous, Ralph. Oui, tout à fait. Vous emballez. Les comptes de résultats, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça, les PNL. Oui, profit and loss, hein, voilà, c'est ce que veut dire PNL. Donc en fait, on est en train de réunifier les PNL pour libérer les potentiels de l'omnicanalité. En fait, l'idée, c'est que le consommateur n'a plus de frontières et on doit lui proposer maintenant une organisation qui soit la plus à même de répondre à ses demandes. Et c'est intéressant par rapport au rôle du vendeur. Hein, ils repensent leurs habitudes sur un mode omnicanal et donc l'idée, c'est d'accompagner le consommateur avec des plateformes comme WhatsApp pour engager une conversation directe avec les clients. Le luxe l'utilise énormément puisque mon épouse reçoit des appels des vendeurs de grandes marques de luxe pour leur dire tiens, on va commencer nos ventes privées à tel moment, etc. Donc retrouver un lien très fort. Évidemment, comme par hasard, elle a envie d'y aller parce qu'elle a été invitée par quelqu'un. Un peu VIP. Voilà, exactement. Un côté sélection, un côté VIP, exactement. Marie. Oui, effectivement, le rôle du vendeur, il a énormément évolué. Hein. Je parle du vendeur classique qu'on trouvait dans un magasin. J'ai interrogé un partenaire qui s'appelle RMS, qui est cabinet expert en conseil RH, pour le luxe et le retail, qui m'a dit qu'ils accompagnaient effectivement ce changement et la formation de ces vendeurs qui sont plutôt multifacettes aujourd'hui. Parce qu'ils doivent différencier finalement leur accueil. Quand il a un client, un vendeur qui a un client qui vient flâner et un autre client qui vient chercher, récupérer un produit qu'il a acheté en click and collect, ils vont pas du tout avoir la même exigence. Le client du click and collect est super pressé, l'autre veut des infos. Ce vendeur, il va devoir aussi avoir un nouvel outil de travail à gérer qui est la tablette, qui va lui permettre de voir les stocks en temps réel, si jamais il n'a pas un produit en magasin, de pouvoir le proposer à son client. Ou de voir qui est son client qu'il a en face de lui, avoir des données sur lui et pouvoir lui faire des suggestions. Réactivité, donc. Exactement. Proactivité, je dirais même. Et puis, il va effectivement pouvoir aller plus loin dans la gestion de sa relation client, c'est-à-dire passer la porte du magasin, comme le disait Ralph, et pouvoir l'appeler ou lui faire des suggestions via WhatsApp ou WeChat en Chine. Donc ça veut dire que le vendeur, il n'est plus du tout dédié à un lieu. Finalement, il a un rôle qui s'élargit. C'est vraiment un ambassadeur de la marque. Et il devient le point d'entrée pour un client sur l'ensemble des outils de la marque. Les Galeries Lafayette l'avaient bien compris d'ailleurs. Quand il y a quelques années, elles ont décidé de doter l'ensemble des vendeurs de tablettes qui leur permet de guider le client dans ses choix, d'avoir effectivement accès au stock en temps réel et de faire des propositions. Ce qui est intéressant, c'est que Galeries Lafayette aussi a compris l'intérêt d'incentiver du coup ces vendeurs sur les ventes en digital. C'est-à-dire que quand Madame Michu arrive, achète quelque chose en magasin et que ce même vendeur lui a fait une recommandation et que ça a permis une vente en digital, et ce qui est génial, c'est d'incentiver. Et là, lui, il trouve tout son intérêt à suivre son client et pouvoir lui faire des suggestions. Donc il faut que ça soit raccord aussi pour les vendeurs. Bien sûr,
toutes les marques ne le font pas encore aujourd'hui parce que c'est pas toujours facile à mettre en œuvre, mais c'est hyper nécessaire aujourd'hui. Alors justement, Ralph, il nous reste encore 1 ou 2 minutes, sur la question de ces stocks, sur l'harmonisation des commandes et des stocks dont parlait Marie. Alors, ce qui est important, quand une cliente a choisi une robe, elle a besoin de savoir si le produit est disponible et en temps réel le plus possible. Donc derrière, évidemment, on rejoint nos collègues de la supply chain, parce que bien entendu, la question est de savoir où se trouve tel produit et ensuite on active le scénario. Est-ce que c'est livré en click and collect, donc elle l'a acheté online et elle vient le reprendre dans un magasin? Est-ce que le magasin en l'a et lui envoie directement chez elle? Est-ce que en fait c'est directement le site de e-commerce qui le lui livre? Donc là, on a tous les scénarios possibles. L'idée étant de s'approcher de faire rapprocher l'acte de vente de l'acte de livraison du produit. Donc derrière, une IT assez exceptionnelle, ce qu'on appelle effectivement le OMS, Order Management System. Et bien entendu, il y a aussi des enjeux environnementaux parce que c'est moins de stock, moins de déplacements, moins d'empreinte carbone et donc la consommation est la plus fluide possible. Et Marie, pour terminer ce premier épisode sur l'expérience Seamless, vous vouliez nous parler de ProMode aussi. Oui, alors je voulais vous parler de ProMode qui a mis en place une solution RFID sur ses étiquettes. C'est-à-dire que chaque produit est doté d'une étiquette qui permet de le suivre à la trace, savoir exactement où il est et d'avoir une vision globale de l'ensemble des stocks. Le produit est pucé. Le produit est comme pucé, exactement. Okay. Ils ont du coup une vision globale de l'ensemble des stocks, qu'ils soient dans les magasins ou dans un entrepôt. C'est-à-dire qu'ils peuvent livrer très rapidement, parce qu'aujourd'hui, le consommateur est exigeant aussi. S'il est livré en 5 jours, il peut aller sur un autre site. 5 jours, il trouve ça trop long. Cette vision globale, ça permet d'avoir des données d'inventaire qui permettent, comme le disait Ralph, d'être au plus près du client et de pouvoir assurer aussi, en temps réel, l'information. C'est-à-dire que si vous réservez un article en magasin et que vous allez dans le magasin, qu'entre-temps, entre votre commande sur le Internet et le temps que vous arrivez en magasin, il n'ait pas été vendu à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est hyper important, parce que là, il y a double frustration, vous êtes sûr que votre client ne viendra plus chez vous. Donc ça, c'est vraiment très, très important de fluidifier, effectivement, d'avoir une vraie organisation au niveau des achats et de la logistique. Bon, super. On se retrouve, bien évidemment, Marie et Ralph, très vite pour très bientôt. Le deuxième épisode de cet avis d'expert sur l'expérience Seamless. On parlera de tout savoir du développement d'approches direct to consumer et de l'équilibre entre les canaux. C'est donc dans l'épisode numéro 2. À très vite. En attendant, prenez soin de vous.